place à un beau et bon mardi sur RTI 1 pour Matin Bonheur. Allez, nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir sur la chaîne qui rassemble. Aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons bien sûr digital pour commencer avec l'agritech et aussi nous allons ajouter dans le code citoyen l'engagement citoyen qui peut être source d'opportunités. On en parlera avec notre invité du jour. Et avant de terminer cette émission, bien sûr, vous aurez droit à du droit, en compagnie de Maître Landry Cuyot. Et avec lui, nous allons évoquer la garde à vue. Qu'est-ce que c'est? Quels sont tout ce qui tourne autour, bien sûr, de cette garde à vue? Vous aurez, bien sûr, les éléments de réponse dans cette émission conduite par Koné Massandier, la réalisatrice, avec une belle équipe qui l'accompagne. Juste en face de moi, il y a des hommes et des femmes qui vous permettront de passer un excellent moment sur RTI 1 et ce, jusqu'à 8 heures. Allez, on démarre avec la couleur du temps et ensuite le premier point de l'actualité. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous. Les régions du littoral et du sud forestier resteront très nuageuses tôt le matin avant de faire place à une alternance nuages et soleil. Les zones de la bande centrale pourraient observer en début de période quelques pluies localisées. Par la suite, un temps généralement ensoleillé se présentera. Le nord du pays sera partiellement nuageux et ensoleillé. Au cours de cette matinée, les températures afficheront 25 degrés à Bangourou, 27 à Abidjan, 26 degrés à Adiaké et Bondoukou, 25 à Boaké, 26 à Bouna et Bundiali. La ville de Daloa affichera 25 degrés, 26 à Dimbokro, 25 à Gagnoire, 26 à Guiglou et Kurogo, 25 degrés dans la ville de Mans, 27 à Odiné, 26 à San Pedro, 25 degrés pour Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé, 26 à Touba et enfin 25 degrés à Yamso. Un temps généralement ensoleillé sera observé sur l'ensemble du pays au cours de cet après-midi. Toutefois, en milieu ou en fin d'après-midi, les zones de l'Est, du centre-Est et du nord-ouest seront intéressées par des cellules orageuses accompagnées de pluie. Ces situations pourraient intéresser les zones du nord-ouest et de l'ouest en fin d'après-midi. Des passages nuageux accompagnés de pluie seront présents sur les zones du littoral et du sud forestier en milieu ou en fin de période. Au cours de cet après-midi, les températures afficheront 35 degrés à Bangourou, 32 à Abidjan, 33 à Diaké, 35 degrés à Bondoukou et Boaké. La ville de Bouna affichera 35 degrés, 36 à Bundiali, 35 à Daloa, 36 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Guiglou et Kurogo. La ville de Mans affichera 34 degrés, 35 à Odiné, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 33 à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 à Tiasalé, 36 degrés pour Touba et Yamsoko. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce bulletin météo. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Une convention signée avec des collectivités dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, plus de 6 milliards de francs CFA en faveur de 10 400 jeunes. Les bénéficiaires pourront ainsi initier des activités génératrices de revenus. Franck Quadio. Une signature de convention pour contribuer à l'accès des jeunes à l'emploi dans nos régions. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers le Bureau de coordination des programmes emploi jeunes BCP Emploi et l'appui de l'Agence française de développement FD Engage, ce pacte de confiance avec des collectivités et l'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire. Ces conventions de financement qui bénéficient au district autonome de Yamoussoukro et aux régions du Bélier, de la Méditerranée
de l'Agnébit-Tiassa, de la Bagoué, du Kabadougou, du Moronou, du Bouaklé, de San Pedro et de Sassandra permettront d'améliorer les conditions d'insertion durable de nos jeunes, soit 10 400 jeunes âgés de 18 à 40 ans. Une action qui vient renforcer déjà la dynamique de développement amorcée en faveur des jeunes dans nos régions et districts. C'est le sens même de ce soutien de la France rappelé par l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard. Un soutien qui obéit aux enjeux de transfert de ressources, comme le souligne Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse. Cette cérémonie de signature de convention de maîtrise d'ouvrage déléguée aux collectivités territoriales qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement dénommé C2D Défi Jeunes 2, traduit la volonté du gouvernement d'accompagner cet engagement par le transfert des ressources qui demeure l'épineuse question de la pérennisation et de la réussite de la politique de décentralisation, y compris en matière d'emploi. Les objectifs de ces conventions signées ce jour pour un montant de 6 420 497 045 francs CFA, financés sur les ressources du C2D2. 10 000 jeunes inscrits dans les activités génératrices de revenus et 400 autres pour les micro et petites entreprises, portant le taux à 10 400 jeunes. Rappelons que l'initiative C2D en matière d'accès à l'emploi des jeunes est liée à 2 conventions dont la première date de 2013. Accord trouvé entre le ministère de l'Éducation nationale et les établissements privés de Côte d'Ivoire. Hier, la ministre Mariatou Koné a échangé avec les fondateurs d'établissements. La nouvelle ministre a annoncé le déblocage de plus de 30 milliards de francs CFA. Jean-Marc Djadji. Accord conclu entre le ministère de l'Éducation nationale et les 11 représentants de la conférence des établissements scolaires privés laïques et confessionnels de Côte d'Ivoire. 30 milliards 900 millions de francs CFA seront payés aux fondateurs des établissements privés au titre du paiement intégral des subventions de l'État de Côte d'Ivoire, résultat des échanges avec la ministre de tutelle, Mariatou Koné, après la suspension de leur mot d'ordre de grève le 13 avril dernier. Le porte-parole des écoles privées a exprimé sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Avec le geste que vous venez de poser, je peux vous assurer, Madame le ministre, qu'il y aura la paix, la tranquillité, et nous sommes à vos côtés pour vous soutenir dans votre mission. Et je suis convaincu que vous réussirez pleinement cette mission avec nous. La ministre Mariatou Koné a tenu à rassurer les directeurs d'établissements privés et s'est engagée à améliorer les performances de l'école ivoirienne. Après plusieurs discussions, plusieurs séances de travail, aujourd'hui c'est la grande rencontre pour mettre à zéro les compteurs. Déjà le jeudi 8 avril, nous avons payé une partie. Et aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de payer les 30 milliards 900 millions qui restaient. Et nous avons donné instruction à monsieur le directeur des affaires financières afin que cet argent soit intégralement payé dès aujourd'hui, selon bien sûr les procédures avec l'engagement de mandat et tout ça. Nous allons travailler dans la quiétude, main dans la main, dans un cadre permanent de dialogue direct avec nos partenaires pour sauver l'école ivoirienne. La satisfaction des revendications de la fêtière des écoles privées marque un nouveau départ dans la collaboration entre l'État de Côte d'Ivoire et ses acteurs de l'éducation nationale. Fin de ce point de l'actualité, nous reviendrons à 7 h. Et à 7 h, avec beaucoup de plaisir, nous allons encore vous accueillir. Merci à Régis Kofi pour le premier flash dans cette émission. Eh bien, vous suivez Matin Bonheur sur RTI 1. Allez, on passe à l'actualité avec Renaud. Voilà, vous avez senti, il est déjà là. C'est la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Ça va bien? Ça va super. Alors, première information pour débuter cette revue de presse. Donc, après la formation du gouvernement, le Premier ministre avance lentement mais sûrement. Oui, c'est ce qu'indique Le Matin, selon le confrère, 10 jours à peine après la mise en place de l'équipe gouvernementale.
Patrick Hachi est pressé par l'opposition de fournir des résultats immédiats. Et selon le confrère, le Premier ministre va à son rythme et de façon méthodique pour le matin au regard des premières actions posées par le nouveau locataire de la primature afin de mettre en musique le programme de société du président de la République baptisé Côte d'Ivoire solidaire. Le Premier ministre trouble le sommet de l'opposition et particulièrement celui d'Henri Konan Bédié. Et oui, Henri Konan Bédié, on en parle maintenant. L'on nous dit dans cette revue de presse qu'il est obnubilé par le pouvoir. Oui, c'est ce que dit l'expression selon laquelle cette obsession du pouvoir risque d'entraîner la perte du sphinx de Daoukro. Pour étayer ses propos, le quotidien pointe du doigt des faits qui indiquent que l'ex-président de la République refuse de passer la main à la nouvelle génération à la tête du PDCI et aussi des velléités de Nzueba à l'élection présidentielle de 2025. Et on continue de parler du président du PDCI RDA, dont la succession donne lieu à de farouches oppositions. C'est ce que révèle le Patriote. Selon le quotidien proche du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, plusieurs clans s'affrontent au sein du parti septuagénaire pour la succession d'Henri Konan Bédié au moment où celui-ci décidera de rendre le tablier. Et à en croire le confrère, certains au sein du plus vieux parti n'arrivent plus à contenir leurs ambitions et cette situation met le parti de feu Félix Houphouët-Boigny dans un embarras total selon le Patriote. Et le Nouveau Réveil, lui, tente de comprendre le conflit qui oppose deux ténors du PDCI. Oui, et c'est avec cette interrogation, Guy Kahué et Ouman, qu'est-ce qui se passe au juste? Le confrère tire la sonnette d'alarme devant le conflit larvé qui oppose le clan du secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA et celui de Bernard Eouman, directeur de cabinet par intérim d'Henri Konan Bédié. Et selon le Nouveau Réveil, cette guéguerre qui se joue souvent sur les réseaux sociaux et par médias interposés nuit à l'image du PDCI et à celle de son président qui n'en a pas besoin en ce moment. Et on change de sujet, mais on continue de parler quand même d'Henri Konan Bédié qui est à la manœuvre pour le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, depuis l'annonce du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État, le président du PDCI est au four et au moulin pour les préparatifs de ce retour. Et à ce sujet, le quotidien indique que le président du PDCI est sur tous les fronts. Il donne des instructions et prend des dispositions pratiques pour le retour de Laurent Gbagbo. Élection des députés en Côte d'Ivoire. La campagne des législatives partielles est ouverte depuis ce mardi à minuit. Oui, tout à fait. Les élections législatives de la circonscription numéro 97, Harikoka, Niakara-Mandougou et Tortilla, communes et sous-préfectures qui n'avaient pu se tenir le 6 mars dernier en raison du décès de la candidate suppléante du candidat titulaire Guy Bessongui Ndatien Kony vont finalement avoir lieu ce samedi 24 avril 2021 dans la dite circonscription. Et selon l'intelligent d'Abidjan, 2 des candidats qui étaient en lice se sont retirés de la course. Un autre sujet donc dans cette revue de presse, paiement des stocks des arriérés des fonctionnaires. Nyanya Zadi annonce de bonnes nouvelles. Oui, les fonctionnaires ivoiriens ont le sourire en ce moment car le paiement des arriérés de salaire qui leur était dû par l'État de Côte d'Ivoire depuis quelques années est en cours. Débuté depuis 4 mois, cette opération a permis d'épurer le passif de l'État ivoirien vis-à-vis de plus de 22 000 fonctionnaires en activité ou à la retraite. Et satisfait de cette opération, Nyanya Zadi, président de la plateforme des organisations du secteur privé et public de Côte d'Ivoire, fait le bilan de cette opération et annonce des perspectives heureuses pour les fonctionnaires. 8e information, délivrance des nouvelles cartes d'identité. Le Patriote propose un reportage sur la galère des requérants. Oui, tout à fait. À compter du 30 juin 2021, les anciennes cartes nationales d'identité ne seront plus valides. Et à l'approche de cette date fatidique, les personnes qui se sont faites enrôler ne savent plus où donner de la tête car bon nombre d'entre elles n'ont pas encore récupéré leur nouvelle CNI. Et pour tenter de comprendre pourquoi le processus de récupération de ce précieux document est si complexe, le Patriote a réalisé un reportage à retrouver dans son numéro de ce mardi 20 avril 2021. Les semaines avancent et nous constatons bien l'arrivée prochaine de la grande saison des pluies qui trouble le sommeil des populations de la rue Ministre. Nous sommes à la Riviera Palmeraie. Oui, et les habitants de ce quartier qui est situé ici dans la commune de Cocody ont la peur au ventre à l'orée de la grande saison des pluies. Le président du syndicat de ce quartier, à qui le Nouveau Réveil a ouvert ses colonnes, exprime les craintes des habitants de ce quartier qui, à chaque saison des pluies, il faut le dire, est inondé. Et dans cet entretien, M. Serikba dit ne pas comprendre pourquoi les travaux de drainage des eaux usées entrepris par l'État ivoirien dans ce quartier n'avancent pas du tout.
Alors, en santé, test de Covid-19, un réseau de faussaires a été découvert. Oui, installé à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, ce réseau de faux tests de Covid-19 pour les voyageurs a été découvert récemment après de nombreuses plaintes de candidats au voyage qui se sont fait gruger. Et plusieurs membres de ce réseau ont été mis sous les verrous selon l'éléphant déchaîné. Eh bien, Renaud, dans cette revue de presse, les détails de violents affrontements qui ont eu lieu à Koumassi la semaine dernière. Oui, ces affrontements qui ont opposé des groupes de jeunes aux alentours du grand carrefour de la commune et dans le quartier Terre Rouge avaient pour but le contrôle de la gare de minicars et de taxis communaux appelés communément War, qui est situé sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et ces affrontements entre bandes rivales qui ont duré plusieurs jours ont enregistré de nombreux blessés graves à la machette, selon Soir Info. Et on referme cette revue de presse dans nos régions, direction Bouna donc, où les cours n'ont pas pu se tenir hier lundi au collège moderne de la ville. Eh bien, cette situation s'est produite à cause d'un canari maculé de sang, de poudre et d'oiseaux morts qui a été découvert devant le bureau du principal et la salle des professeurs de l'établissement. Et suite à cette découverte, les responsables de l'établissement, en accord avec leurs autorités de tutelle régionale, ont décidé de la suspension des cours, car selon eux, cette pratique aux allures mystiques n'est pas faite pour garantir la sécurité du corps enseignant. Plus de précision dans le matin. Et je sais qu'il y en a qui étaient très contents, hein, les élèves, les étudiants, oui, les élèves et tout. De ne pas avoir eu cours. Oui. Non, mais cette situation a véritablement inquiété les enseignants, hein, parce que, je dis, c'est un gros canari, avec des plumes et un oiseau mort et de la poudre aussi. Mais franchement, il a effrayé les enseignants qui ont décidé de suspendre les cours. OK. Parce que pour eux, ça n'a rien de pédagogique, ça. Si c'était vous, devant votre bureau, ce genre de canari? J'allais le retirer tranquillement et puis rentrer dans mon bureau. OK. On croit en Dieu ou pas? Le feu, Merci beaucoup, Renaud. Allez, on va poursuivre cette émission donc. Et direction la France maintenant, dans un endroit assez spécial, la région des Landes, dans le sud de la France. Objectif donc, permettre la réinsertion des détenus. C'est un reportage dans les Landes. Une ferme pour les femmes brisées par la prison. C'est un reportage signé AFP. On regarde. 8h30, l'heure d'embauche. À Tarnos, dans le sud des Landes, la ferme de la Baudonne est un lieu unique en France. Ici sont accueillies des femmes en fin de peine d'incarcération, un sas avant la liberté. On parle beaucoup du choc carcéral, mais on n'imagine pas aussi le fait que la sortie de prison est pour beaucoup, et beaucoup trop, aussi un véritable choc. Donc ici, ce lieu permettra d'atténuer ce choc-là. Ce projet d'Emmaüs France est ouvert depuis l'automne dernier. Pour le moment, 4 femmes sont accueillies. Aidées de bénévoles et de salariés, elles construisent les serres qui leur permettront de produire des fruits et légumes bio qui seront proposés à la vente directe. Nous faisons en sorte que ces femmes acquièrent des connaissances, s'arment pour la liberté à venir. Nous, ici, on démontre qu'on peut sanctionner autrement que par la prison. Ici, ce n'est pas le Club Med. Ici, les gens, comme vous voyez, travaillent tous les matins au champ de 8h30 à 13h. On permet de vivre une sanction de façon debout et en marche. Elles sont salariées au SMIC comme ouvrières agricoles. Pour toutes, c'est une découverte totale du métier de maraîcher. C'est mon quotidien, vous savez. Dans ce lieu sans mur ni barbelé, elles doivent adhérer aux règles de vie de la ferme, sous peine d'exclusion et de retour en prison. La confiance, elle joue beaucoup. Parce qu'il ne faut pas faire des conneries. On est bien ici. Puis on était à 3, maintenant on est à 4 et on forme une superbe équipe. À tour de rôle, le repas de midi est préparé par une résidente, puis partagé ensemble. L'après-midi, on prépare le retour en société. Formation, recherche d'emploi, gestion d'un budget ou encore démarches administratives. On travaille sur les stigmates de l'incarcération et c'est très vaste. Ça va être le rapport au corps, la confiance en soi. L'institution carcérale a déresponsabilisé ces personnes, les a infantilisées et justement faire ses choix et avoir confiance en soi, c'est des sujets qui sont très importants pour nous et qu'on travaille ici. Céline est arrivée ici après 18 mois de détention. Elle réapprend doucement à vivre. La prison est néfaste, elle nous brise et elle fait de nous enfin en tout cas elle a fait de moi un spectre animé de beaucoup de colère.
Et du coup, je tâtonne encore. Ouais. Je pense que ce sas-là, il est nécessaire pour chaque personne détenue. J'ai eu l'impression d'avoir un pied dehors, de reprendre mon souffle, de me ressentir vivante. Céline a tenté de travailler en détention, sans succès, car les femmes sont une minorité en prison. Elles ne représentent que 3% des détenus. Souvent isolées dans des petits quartiers au sein d'établissements pour hommes, elles n'ont pas accès aux activités qui ne sont pas mixtes. La plupart quittent la détention en sortie sèche, sans avoir suivi de programme d'aide à la réinsertion. Gabi Mouesca est un ancien prisonnier basque. Depuis sa libération, il y a 20 ans, il lutte pour améliorer les conditions de détention. Les études sont là, on a beaucoup de travaux qui démontrent que une sortie de détention organisée, et en particulier avec l'utilisation d'aménagement de peine, est le meilleur rempart contre la récidive. Autre particularité de la ferme de Bodonne, l'accueil des personnes transsexuelles. Aïcha est la première à avoir intégré les lieux. Ici, toutes les chambres sont individuelles. Là-bas, il y a une partie des grillages. Ici, je peux regarder à peu près par la fenêtre. Il n'y a pas de barreau. Une vraie délivrance. Du fait de sa transsexualité, elle a passé 17 mois à l'isolement total en détention. Et ici, tu arrives et on te met à l'aise et ça fait ressentir que tu existes encore et que tu as une deuxième chance de la vie de réussir, quoi, que tout n'est pas encore perdu. À terme, la ferme pourra accueillir 12 personnes pour des placements d'une durée de 4 mois à 2 ans. Cet été, Céline et Baby Gyal seront les premières à quitter ce cocon. Et c'est un reportage de l'AFP qui vous est proposé dans Matin Bonheur. C'est une ferme pour les femmes brisées par la prison. Objectif, permettre leur réinsertion après cette durée dans le milieu carcéral. Voilà, quand elles ressortent, elles ont toutes ces aptitudes pour leur intégration dans la société. La suite donc dans cette émission avec une partie que moi j'aime bien, c'est le petit-déj. Et aujourd'hui, donc, le petit-déj avec chef Evelyne, que nous allons recevoir aujourd'hui. Avec elle, on parlera d'un menu assez particulier. C'est une soupe aujourd'hui. Oui. Bonjour, chef. Bonjour. Je viens vers vous, donc je vous rejoins là pour découvrir ce que vous nous offrez aujourd'hui. Alors, on parle de soupe harira. Voilà, on va s'arrêter là-dessus avant de poursuivre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une soupe harira? La soupe harira nous vient du Maroc. Okay. C'est une soupe très légère qui facilite le transit après la coupure du jeûne. Oui. Et vu que nous sommes dans le mois de carême, c'est une opportunité pour nous de présenter cette soupe à nos téléspectateurs. Cette soupe harira. Cette soupe harira. Ouais, on en profite pour saluer toutes les populations ivoiriennes de Fès, de Rabat, de Hey Nassim. Enfin, alors, on a besoin de quoi pour faire cette soupe harira? Voilà, pour pouvoir faire notre soupe harira, nous avons besoin de petites tranches de viande de bœuf. Précision, de petites tranches. Oui. Précision, voilà. Voilà, de toutes petites tranches. Vu que c'est une soupe, il faudrait que la viande puisse bien cuire et qu'elle soit très molle à cause de l'estomac. Bien sûr. Ensuite, nous aurons besoin de pois chiches, de lentilles, de gingembre, du sel, des vermicelles, du céleri, un peu de persil, de la tomate, de l'oignon, du basilic, du safran et puis un peu de farine. Alors, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors, avec la cuisine marocaine, on est très porté sur les épices. Sur les épices. Voilà. Donc là, vous avez dit on a du safran. Du safran. Et qu'est-ce que c'est qui est rouge là? C'est de la tomate concentrée. Ah, de la Juste tomate. Un peu de tomate concentrée pour pouvoir donner cette belle couleur à notre soupe. Alors, ce que je vois ici, je me permets de toucher. Vous avez dit c'est du pois chiche qui ressemble un peu. C'est comme. De l'acui. Voilà, voilà. C'est de l'acui? Non, c'est pas de l'acui. C'est du pois chiche. C'est du pois chiche. Voilà. Mais qui est comme de l'acui. Voilà. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble.
Voilà. Et bon, je ne sais pas si la caméra pourra... Oui, ne vous inquiétez pas. Il y a des experts en face qui nous permettront de voir ce que nous avons ici. Alors, comment on fait la cuisson? Nous sommes dans votre cuisine. Comment ça se passe? Rapidement, quelques minutes. Rapidement, on prend 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Oui. On découpe un peu d'oignon. Nous allons rajouter notre viande dans notre casserole et cuire le tout. Ensuite, mettre un peu de tomates concentrées, du gingembre râpé. Et là, nous allons rajouter de l'eau. Ensuite, nous allons ciseler nos différentes herbes que nous allons ajouter avec notre safran, nos pois chiches et nos lentilles. Okay. Laisser cuire environ 40 minutes. Et là, nous allons saler, poivrer pour ceux qui le veulent. Et enfin, ajouter nos vermicelles qui mettent à peine 2 à 3 minutes pour cuire. 2 à 3 minutes pour cuire. Voilà, donc voici notre soupe. Et comme c'est une soupe, c'est très léger. Oui, voilà. Elle est très légère. Oui. Elle est vraiment nutritive à cause de nos fruits secs. Bien sûr. À cause du pois chiche et des lentilles. On a aussi voilà, de l'huile d'olive qu'on peut ajouter, mais pas beaucoup. Hein. Non, juste un peu. Voilà. 2 cuillères à soupe, ça suffit. Alors, et pour accompagner le tout, nous vous proposons aujourd'hui notre jus de tamarin, voilà, qui est très frais, qui est vraiment goûteux. C'est nature. C'est nature, voilà. Vous pouvez ajouter dans vos jus de tamarin un peu de feuilles de menthe. Pour donner une senteur assez particulière. Une belle senteur, tout. Ouais. Alors, tamarin, ceux qui ne connaissent pas, bon, ceux qui connaissent aussi, hein, Tommy, voilà. Tommy G. Le tamarin, eh bien, c'est ce fruit tropical qui est apparu sur l'île de la Réunion en 1701. Voilà, donc pour approfondir un peu vos connaissances sur ce fruit tropical-là. Sinon, c'est Tommy G. Mais c'est très bon et c'est un laxatif. Oui, effectivement. Oui, il nous permet de dégager un peu. De bien digérer. De bien digérer. Voilà, je préfère. Merci pour le mot, digérer. Alors, donc aujourd'hui, c'est de la soupe harira, voilà, qui nous vient du Maroc. On vous dit choukran pour cette belle soupe marocaine. Et ensuite, nous avons du tomidji hein, et que vous pouvez accompagner. Ça se prend le matin, peut-être le soir. Oui, on a parlé de couples de jeunes, donc... Voilà. Oui, comme nous sommes dans la rubrique de petit-déj, bien évidemment, on peut le consommer tôt le matin et aussi à la coupure du jeûne. OK. Merci beaucoup, en tout cas. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Matin Bonheur. Retour de l'information, cette fois hors de nos frontières. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a été réélu dès le premier tour de la présidentielle. Des résultats provisoires. Sans surprise, le chef de l'État faisait face à des candidats de l'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. Idriss Déby est également confronté à des insurrections répétées dans le nord du pays. En Afrique du Sud, des habitants du Cap ont été évacués hier alors que l'incendie qui s'est déclenché la veille sur la montagne de la Table, le sommet emblématique surplombant la ville à la pointe de l'Afrique du Sud, se dirigeait vers le centre urbain. Le feu qui s'est déclaré au pied de la montagne dimanche matin s'était propagé dans la journée à l'Université du Cap, obligeant des centaines d'étudiants à fuir à pied leur résidence, marchant le long de la route principale pour échapper aux fumées, selon des journalistes de l'agence France Presse sur place. Le procès sur la mort de George Floyd s'est terminé comme il avait commencé, avec 12 jurés face aux images de l'agonie de George Floyd sous le genou de Derek Chauvin. Et lors des plaidoiries ce lundi, l'accusation a insisté. Vous pouvez faire confiance à vos yeux. Ce n'était pas du maintien de l'ordre, c'était un meurtre. L'avocat de l'ex-policier a tenté de semer un doute raisonnable dans l'esprit du jury sur la cause du décès de George Floyd, assurant que de nombreux facteurs, les drogues et la condition du cœur de la victime notamment, avaient joué avant de réclamer son acquittement. Le jury s'est donc retiré dans le but de délibérer.
Parlons à présent de coronavirus. Installée sur un lit médicalisé au milieu de son séjour, Geneviève, 32 ans, est soignée par oxygénothérapie. Comme quelques 5000 autres malades, elle a échappé à l'hôpital où le manque criant de lits favorise l'hospitalisation à domicile. Réaction. En fait, le travail de l'infirmière. C'est ça. Ouais. La gentille infirmière, tu sais. Et donc, vous dormez mieux depuis que vous avez le lit? Depuis le lit, ouais, ça passe. Ça, par contre, c'est la révolution. Ouais. On a des blouses, on a du gel hydroalcoolique, on a des gants. En fait, on a de quoi faire tout ce qu'on fait à l'hôpital, en fait. C'est dur d'être à l'hôpital, c'est long, le rythme de l'hôpital. On est levé tôt, les passages. Il y a beaucoup de passages entre ce qui est médecin, infirmière, aide-soignante, donc c'est fatigant. Et quand on m'a proposé d'avoir vraiment un accompagnement à la maison, je préférais être avec mon mari et mon fils. C'est sûr que ça fait vite encombrer. Là, avec le lit, avec la perfusion, avec la machine. Voilà, pour le petit, il a fallu lui expliquer au début pour le fil, pas se prendre les pieds dedans, pas toucher à la machine, pas toucher aux perfusions, etc. Donc voilà, c'est juste une organisation à avoir, mais c'est plus d'avantages que d'inconvénients. Allons à présent à la découverte des micro-maisons en France, alternatives aux chambres d'hôtel, peu pratiques pour les familles. Des tiny houses ont été installés près de Lyon afin d'accueillir des femmes en difficulté qui élèvent seules leurs enfants. Démontables et transportables, ces micro-maisons inspirées d'un mouvement architectural américain promettent de déployer rapidement une solution de logement idéale donc pour la métropole qui souhaite créer des villages provisoires sur des temps courts afin d'utiliser des terrains provisoirement vacants ou sous-utilisés. Réaction. Par rapport à l'hôtel, il y a des conditions vivables. C'est propre, premièrement. C'est un peu grand quand même parce qu'à l'hôtel, on n'a qu'une chambre. C'était pas adapté, une chambre pour nous deux. On attrapait des malades à cause du punaise de lit. Mon fils il est tombé malade. C'était pas adapté. Il n'y avait pas la cuisine pour faire à manger, pas où laver les vêtements. J'ai souffert un petit peu pendant 7 mois, 6 mois et demi. Et quand je suis arrivée ici, pour moi ici c'est le paradis. Car j'ai trouvé tout propre, adapté. Nous avons des investissements, 500 000 € d'investissement pour la métropole de Lyon, mais sur des tiny houses qui vont nous servir pendant des années. Et donc, c'est globalement moins cher que de payer 60 € une nuit d'hôtel tous les jours. La tiny house est un objet qui du coup est démontable, mais offre quand même une dimension d'habitat qui fait qu'on se sent bien, ça recrée un espèce de petit cocon de vie pour ces femmes. On a déjà fait de l'urbanisme transitoire sur des sites avec des formes modulaires qui ressemblent plus à des bungalows comme celui qu'on a là. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur un site qui est industriel, on est sur un parking et pourtant les femmes se sentent chez elles, se sentent bien chez elles. L'annonce a été faite dans le New York Times et confirmée par un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi. La Super League est officiellement lancée. 12 géants du football anglais, italien et espagnol viennent de créer leur propre compétition. 3 autres groupes encore inconnus devraient les rejoindre. La nouvelle a créé un tollé dans le monde du foot. L'UEFA parle même d'un projet cynique fondé sur l'intérêt personnel de quelques clubs. Un championnat où les plus grosses écuries européennes, le Real Madrid, l'UFC Barcelone ou encore Manchester City, s'affronteraient chaque week-end. Cette compétition viendrait donc concurrencer la Ligue des champions dans les années à venir. Pour contrecarrer ça, l'UEFA a annoncé mettre en place de lourdes sanctions contre les clubs, allant même jusqu'à exclure les équipes de leurs championnats respectifs si cette Super League voyait le jour. Point final. Excellente journée. Deuxième point, eh bien, nous allons avoir maintenant nos différents consultants. On va commencer avec le digital. C'est un habitué de la maison, M. Cyriac Bogou. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, avec vous aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation du numérique dans le domaine agricole ou même l'agritech. Il faut le savoir, le nombre d'habitants doublera et atteindra 2,4 milliards et même plus encore d'ici à 2050. Des habitants pour lesquels il faudra bien assurer une alimentation saine
et équilibrée à travers une agriculture productive et inclusive. Alors, l'agritech aujourd'hui nous permet d'avoir une agriculture productive et inclusive? Oui. Aujourd'hui, déjà, il faut définir c'est quoi l'agritech. Allons-y. Donc, l'agritech, c'est le mix entre l'agriculture et la technologie. Donc, agricultural technology en anglais. Oui. Donc, aujourd'hui, cela permet à nos paysans et nos planteurs de non seulement maîtriser leur surface sur laquelle ils cultivent, mais aussi d'avoir de la technologie pour les accompagner dans comment je vais dire ça, dans les récoltes, dans la sémence, dans même la prévision. Voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette nouvelle appellation d'agritech, qui n'est pas aussi nouvelle. Oui. Elle est nouvelle peut-être chez nous, mais il faut dire qu'elle a vu une naissance depuis les années 1970-80. Quand même. Ouais. Elle est nouvelle chez nous, on va donc rester chez nous aussi, en Côte d'Ivoire. Nous avons ces agriculteurs, ces paysans qui travaillent jour et nuit et difficilement, voilà. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'approprier ces outils-là nouveaux pour eux? Déjà, là, je reviens d'une mission quand même de près de plus de 2046 km. Donc, j'ai fait l'Ouest toute la semaine dernière pour aller rencontrer ces agriculteurs-là. Oui. Déjà pour comprendre comment se passe leur métier. Oui. Et je tiens à les saluer parce que lorsque tu les écoutes, tu te dis, waouh, il faut respecter ce qu'ils font de cette terre-là. Oui. Donc, c'est de se dire, dans leurs besoins, à quelle étape la technologie peut intervenir. Donc, lorsqu'on a pu identifier ces besoins-là, maintenant, on peut dire, avec la technologie, avec un peu de formation, vous pouvez faire ça, faire ça, faire ça. Par exemple, là, à l'image, nous avons un drone. Oui. Par exemple, donc si vous avez une très grande superficie que vous ne pouvez pas tous l'irriguer, le drone, par exemple, peut arroser ce champ-là à votre place. Que peut faire un drone encore? Un drone peut faire la photographie de votre champ pour vous donner la superficie en un temps record de votre parcelle. Que peut faire un drone encore? Ça peut aider à pulvériser, par exemple, avec des insecticides et autres pour tuer ces plantes-là. Et aujourd'hui, on peut mettre même, par exemple, des capteurs dans le sol pour recueillir des informations que ce sol-là a. Est-ce que ce sol-là est fertile? Est-ce qu'il a plus besoin d'eau? Est-ce qu'il a plus besoin de tel ou tel intrant et autres, tout ça. Donc, voilà un peu des domaines dans lesquels l'agritech pourrait intervenir. Et par exemple, pour un cultivateur qu'on a discuté un peu, les gens nous ont dit il faudrait qu'on puisse, lorsqu'on plante, par exemple, le maïs, il faut que dans les 3 jours, on ait de la pluie. Mais si la météo, donc avec cette nouvelle technologie, lui dit dans les 3 jours qui viennent, il ne va pas pleuvoir, ça ne sert à rien qu'il sème parce qu'il aura perdu toute sa sémence et il n'aura pas à avoir de récolte. Donc, voici un peu des domaines dans lesquels l'agritech peut intervenir et surtout commence à intervenir en Côte d'Ivoire parce qu'il faut le signaler. Il y a des startups qui commencent à travailler là-dessus. Par exemple, une startup qui permet de lutter contre la maladie de Stellenbosch dans le domaine du cacao, oui. Donc, ou bien aussi dans le FOMES, donc tout ce qui est EVA et autres. Donc, aujourd'hui, l'agriculture permet de prévenir ces maladies-là et de prendre les dispositions adéquates derrière pour ne pas perdre sa production. Comme pour dire que cela va aider tous les paysans. Oui, c'est vrai que vous avez parlé des drones et tout. Est-ce qu'il y a encore d'autres outils qui vont être adaptés à cette manière de fonctionner de nos paysans? Oui, il y a beaucoup d'outils. Et cela va m'emmener à un autre point. Par exemple, aujourd'hui, il y a des robots qui sont utilisés soit pour désherber, soit pour s'aimer et autres. La question qui vient généralement quand on a discuté avec les paysans, mais nous, quel sera notre rôle dans ce cas-là? On a dit non, c'est de vous adapter. Ça va vous permettre non seulement de moins vous fatiguer, mais de cette activité que vous étiez en train de faire, vous la remettez dans un autre process de votre agriculture. On n'aura jamais, ça il faut qu'on le sache, une agriculture à 100% numérique, c'est-à-dire avec des robots qui font tout de bout en bout. Non, il faut forcément une action humaine quelque part. Un drone, il faut le faire décoller. Quelqu'un qui fait décoller le drone, c'est quand même un humain qui le fait décoller. Donc, ce qui veut dire que nos agriculteurs doivent s'adapter
s'adapter à ces nouvelles manières d'utiliser le numérique dans l'agriculture. Oui. Même les informations que les capteurs vont vous ramener ou bien les stations que vous allez mettre par rapport à la température, par rapport au vent et autres, la direction du vent, tout ça, les informations vont venir sur un téléphone. Il faudrait que vous puissiez lire ces informations-là. L'autre question qu'ils nous ont posée, mais on ne sait pas lire et écrire. Aujourd'hui, les applications sont quand même de plus en plus intuitives. Il y a la voix qu'on peut utiliser. Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette voix-là, on peut mettre des langues de chez nous. Donc, moi, par exemple, je suis BT. Ben, je peux dire que je voudrais que mon interface discute avec moi en BT au lieu de me parler du français parce que je ne vais rien comprendre en français. Oui. Donc, je préfère mettre dans ces applications-là une langue que je comprends. Donc, ils me disent, non, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. On va faire il y a des dessins qui se font. Donc, de telle sorte que quand il voit ce dessin, il sait que c'est un épi de maïs. Donc, le maïs dit quoi? Et après, c'est quel usage on veut faire. Le plus important, c'est quel usage on veut faire. Il ne faudrait pas faire de l'agriculture technologique parce qu'on en a envie de faire ou bien parce que c'est un nouveau mot en vogue. Oui. Il faut se dire à quel besoin je voudrais répondre avec l'apport du numérique dans l'agriculture. Alors déjà, c'est très important ce que vous dites. Cela va permettre la facilité dans le mode de fonctionnement de ces paysans-là. La nouvelle technologie, on pourrait le dire, elle coûte cher. Elle coûte cher, mais elle ne coûte pas cher. Parce que je m'explique. Je m'explique. Parce que quand on a discuté avec ces planteurs-là, oui. C'est-à-dire le temps qu'ils prennent, même dans leur santé, même physique et autres, parce que le travail est tellement dur et autres, tout ça. Quand tu analyses ça et qu'on te dit une machine que tu vas avoir pour tel nombre d'années va te permettre de faire la même chose et te permettre de te reposer, mais oui. Bon... elle ne coûte pas cher finalement, oui. Parce qu'après, on gagne. Et c'est en cela que peut-être avec des accompagnements de certaines sociétés privées ou bien de l'État qui aussi fait des choses dans ce domaine-là, pourrait accompagner nos planteurs à acquérir ce matériel-là. Alors, dites-nous, c'est vrai que vous faites des formations, vous voyagez à travers le pays. Est-ce qu'on a des exemples? Et dans quelle région? Déjà, là, je vais prendre les deux dernières régions dans lesquelles je suis parti. La région de Mans, par exemple. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que là-bas, avec l'appui d'un opérateur téléphonique, on a mis un espace d'innovation, donc qui s'appelle des Fab Labs, donc des laboratoires où on peut créer des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire le lien entre ce laboratoire-là et un lycée professionnel, donc public, qui est dans cet espace-là. Donc, les deux vont travailler ensemble pour mettre en place, par exemple, là, ils sont en train de créer, comment je vais dire ça, je vais prendre par exemple l'exemple du riz. Oui. Donc, le riz, l'une des parties les plus difficiles, par exemple, c'est lorsque votre récolte est presque arrivée et il y a des oiseaux qui viennent prendre. Donc, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils mettent des épouvantails dans le champ, mais les oiseaux en griffe, comme l'on dit en français ivoirien, sont hierrés. Ils savent que lui, ce n'est pas le vrai homme. Ouais. Donc, ça ne le ferait plus. Donc, ici, par exemple, on pourrait faire intervenir un robot qui va se comporter comme un homme, qui va faire comment je vais dire ça, du bruit comme si c'était un homme qui était dans le champ. Voilà, qui ferait la... Donc, pour chasser, par exemple, les oiseaux. Donc, il y a tellement d'applications qu'on peut faire. La deuxième zone que j'ai eu à visiter, c'est la zone de Sobré. Là-bas, c'est plus l'EVA-culture. Et avec les paysans, il est question de voir, parce que ce qui les fatigue le plus, c'est tout ce qui est maladie liée au FOMES. Donc, pour revenir pour l'EVA. Donc, c'est de voir comment les habituer à reconnaître. Parce que souvent, même, ils ne savent même pas que leur arbre est malade. Donc, c'est de mettre en application, une application de telle sorte que quand il prend, par exemple, une photo, la photo lui dit « Ah, attention, ton arbre est susceptible d'avoir telle maladie, donc voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. » Alors, aujourd'hui, la cible, c'est vrai qu'il y en a qui demeurent très conservateurs, parce qu'on se dit « J'ai pas envie de me fatiguer, c'est quoi ces choses ?» et c'est difficile à comprendre pour certains paysans. Est-ce que la cible aujourd'hui est véritablement disposée à recevoir? Non. Aujourd'hui, notre visite nous a permis de savoir que la cible est plus que disposée. Mais le hic, c'est sa
plus de formation, Oui. plus d'implication des collectivités locales dans leur formation et même dans l'information. Souvent, ils n'ont même pas l'information. C'est quand on a constaté, souvent, ils n'ont même pas l'information. Donc, c'est comment avoir l'information que ça, c'est possible avec la technologie et autres. Et troisièmement, c'est mettre des outils et les emmener à créer ces solutions-là elles-mêmes. C'est important de le faire avec elles. Ça ne sert à rien, moi, de venir d'Abidjan, de créer toute la solution et leur donner s'ils ne sont pas impliqués. Et aujourd'hui, ça, c'est très important dans le process d'impliquer les populations dans la fabrication de eux-mêmes leurs propres solutions. Alors, avant de terminer avec vous, le bénéfice d'avoir une telle technologie dans l'agriculture pour notre pays. Le président fondateur de la Côte d'Ivoire a dit « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Et aujourd'hui, on voit la place de la Côte d'Ivoire dans l'agriculture mondiale. Je pense que si tout le monde est informé. Et deuxième point, c'est la place aussi, par exemple, dans ces villes, on a vu que beaucoup de jeunes veulent venir à la ville. Beaucoup de jeunes vont à l'immigration clandestine. Mais une fois qu'ils sont formés, ils connaissent leur terrain mieux que quiconque. S'ils sont formés sur place, je pense qu'ensemble, on peut lutter contre ces fléaux-là et permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une place encore plus grande dans le domaine agricole. Monsieur Cyriaque Bogou, bonjour, merci. Merci à vous. J'ai failli dire bonjour. Merci beaucoup. Merci. L'utilisation du numérique dans le domaine agricole ou même l'agritech. Nous allons évoquer un autre sujet et parler d'engagement citoyen avec notre prochain invité. Allez, dans quelques instants. Matin Bonheur se poursuit avec d'autres échanges. Nous sommes mardi aujourd'hui. On a commencé avec le digital en compagnie de notre consultant. Un autre avec nous maintenant pour parler d'engagement citoyen, source d'opportunités. Monsieur Diabaté Ibrahima, il est coordonnateur du réseau Jeunesse, Paix et Sécurité du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Il est avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. C'est nous. Alors, avec vous, on va d'abord présenter le réseau, ce réseau de jeunesse, et ensuite, on va décortiquer notre sujet. Alors, présentez-nous votre association, s'il vous plaît. En 2015, les Nations Unies, donc l'organisation des Nations Unies, a soumis sur la table des chefs d'État et de gouvernement une résolution, la résolution 2215. Et cette résolution-là venait mettre les jeunes au cœur de l'action, venait donc confier à la jeunesse, n'est-ce pas, une implication beaucoup plus accrue dans les questions de paix et de sécurité. Et quand les chefs d'État ont adopté la résolution en 2015, il est apparu important pour le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies de matérialiser cette vision-là par l'implémentation d'un projet dans 3 pays, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Burkina Faso. Et donc la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a abrité le projet à partir d'août 2018. Et en fin de projet, c'est-à-dire en 2019, il est apparu important pour les jeunes qui ont bénéficié des actions, qui se sont engagés jour et nuit dans la mise en œuvre sur le terrain, n'est-ce pas, de ce projet-là, de s'unir au sein d'un réseau. Et ce réseau-là donc est coordonné par votre même serviteur que je suis. Alors, l'impact de ce réseau dans, on va dire, dans la jeunesse? Alors, ce que nous faisons concrètement, c'est des ateliers donc, de renforcement des capacités sur des mécanismes de gestion, de prévention des conflits. Okay. C'est des activités à impact communautaire, c'est-à-dire nous mobilisons des jeunes de diverses ethnies, de diverses religions, de divers partis politiques, faire en sorte que les jeunes se parlent franchement. C'est de montrer à la jeunesse aussi que penser différemment n'est pas source donc, de conflit, ne doit pas être d'ailleurs source de conflit, mais plutôt nos différences nous enrichissent jour et nuit. Et donc nous avons également, dans le cadre de nos activités, n'est-ce pas, invité donc, des personnalités de ce pays. C'est l'occasion pour moi de remercier le ministère de la Promotion de la Jeunesse en son temps et de l'Emploi des Jeunes qui s'est fait représenter lors d'une activité par le premier responsable du ministère, le ministre Mamadou Touré, pour venir échanger avec les jeunes sur les questions d'emploi, d'employabilité, mais aussi et surtout donc, de contribution des jeunes à la paix et à la sécurité. Et je dois pouvoir vous dire qu'au total de 2018 à 2019, c'est 20 000 personnes qui ont été touchées par nos actions. Et sur ces 20 000 personnes-là, on enregistre 45% de jeunes femmes et 10% de personnes en situation de handicap. Comme pour dire que le genre est de mise. Le genre est de mise. Merci beaucoup. J'ai envie de continuer sur cette organisation, mais on va poursuivre cette émission avec notre sujet. Alors, nous parlons d'engagement citoyen. Comment est-ce que vous pouvez définir l'engagement citoyen? D'une manière générale, l'engagement citoyen peut se définir comme étant la participation
donc une participation active, mais aussi et surtout démocratique des membres d'une communauté, dans le cadre donc des atteintes de l'objectif, dans le cadre de l'atteinte des objectifs donc assignés par cette communauté-là. Donc en d'autres expressions, c'est l'amélioration donc des conditions de vie d'une communauté par les membres de cette communauté-là. Et de manière plus concrète, les caractéristiques d'un citoyen engagé? Un citoyen engagé, d'abord, il est respectueux de la chose publique. Donc, à côté de ça, c'est un citoyen qui identifie les problèmes de sa communauté et essaie donc d'apporter des solutions concrètes. Mais c'est aussi un citoyen qui participe à l'effort donc de démocratisation, puisque tout à l'heure dans la définition, j'apportais une précision sur participation active, mais aussi et surtout démocratique. Donc il est engagé dans l'effort de démocratisation qui est engagé dans son pays, mais il est aussi et surtout respectueux des symboles de la République et des personnes qui incarnent ces symboles-là. Alors, pour peut-être revenir à votre organisation, c'est vrai que vous en parlez dans vos différents sujets. On parle d'engagement citoyen avec ces jeunes-là. Quels sont les problèmes que ces jeunes-là vous décrivent au quotidien? En général, le premier problème donc, auquel donc, les jeunes sont confrontés dans le cadre de leur engagement, c'est d'abord la vision. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'engage pas parce que M. X ou M. Y s'est engagé à l'issue de 2 années, il a obtenu un emploi ou encore il a obtenu telle ou telle opportunité. On s'engage parce qu'on vient contribuer donc, au développement de sa communauté, parce qu'on veut changer quelque chose qui ne marche pas. Quand je balaye devant ma cour, c'est certainement, mais aussi et surtout parce qu'en laissant donc, les ordures s'entacher, ça peut quelque part avoir donc, des impacts négatifs donc, sur ma santé. Oui. Et donc, aujourd'hui, le premier problème, c'est la vision. Beaucoup de jeunes s'engagent, nous les recevons en association, mais au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils disent non, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc, je me disais que, n'est-ce pas, au bout d'un temps réduit, j'aurais eu un emploi. Et donc, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est la lourdeur administrative. Parce que malgré tout ce que le ministère fait, c'est chaque année donc, entre 180 et 200 millions de francs CFA que le ministère met à disposition, n'est-ce pas, des organisations de jeunesse. Mais beaucoup reste à faire. Donc, il y a un peu plus de 12 000 organisations de jeunesse en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est lorsque ces organisations-là se rapprochent des autorités administratives et peinent surtout à avoir des documents, lesquels documents sont exigés par des organisations internationales dans le cadre donc, de la mise à disposition donc, de fonds. Quand ces organisations-là ont des projets très impactants sur la communauté. Si on reste sur ce sujet, est-ce que le problème, ce n'est pas peut-être parce que ces jeunes ont envie tous d'être dans un bureau, avoir tout ce qu'il faut, quand on considère cet engagement citoyen ou même le bénévolat et tout comme quelque chose d'assez minime qui ne rapporte rien? Je peux m'inscrire dans vos pas parce qu'en fait, aujourd'hui, 77,7% de la population est âgée de moins de 35 ans. Et les associations, en général, donc, se présentent aujourd'hui comme les premières expériences professionnelles des jeunes. Parce que je suis en physique-chimie, quand je sors de l'université, mes compétences sont théoriques. Qu'est-ce que je fais? Je m'engage dans une association et je suis responsable financier de cette association-là. Ça me permet d'élaborer le bilan financier, ça me permet d'avoir d'autres compétences. Donc on comprend aisément que les associations deviennent donc dans ce cadre-là, n'est-ce pas, des solutions pour les jeunes qui sont en quête d'emploi parce qu'elles viennent renforcer leurs capacités. Mais à côté de ça, il y a d'autres avantages. On pourrait parler éventuellement donc du savoir-faire de la personne qui vient être peaufinée, du leadership qui est renforcé, les tenues de séances, les rédactions administratives et autres. On ne nous apprend pas ça malheureusement donc, en fonction donc, des filières dans les universités. Oui. Mais je reviens là-dessus, ce qui doit guider donc, le jeune, c'est l'impact qu'il peut avoir sur sa communauté. Il faut que chacun se dise chez lui à la maison, il faut que chacun se dise dans son bureau, il faut que chacun se dise, même étant étudiant, étant élève, étant artisan, j'ai quelque chose à apporter à mon pays, la Côte d'Ivoire. Et ce petit quelque chose-là peut être anodin, peut paraître insignifiant, mais c'est quelque chose qui pourra développer la nation. Et moi, j'ajouterais tellement grand. Alors, on revient sur l'engagement citoyen, les différentes formes d'engagement citoyen. Alors, les différentes formes, aujourd'hui, on a des jeunes qui sont engagés concrètement donc, dans la vie, donc,
dans la vie communautaire, mais il y a aussi et surtout donc deux jeunes qui sont engagés, n'est-ce pas, dans les partis politiques. Donc il y a des engagements il y a l'engagement communautaire, mais aussi l'engagement politique du jeune. Tout compte fait, ce qui ne doit pas être perdu donc de vue, c'est, n'est-ce pas, l'objectif définitif, c'est la vision donc que le jeune doit avoir, qui est de contribuer donc au développement de son pays. On peut avoir quelques chiffres ici, on va avoir des statistiques. Oui, je le disais tout à l'heure, il y a 12 000 organisations de jeunesse. Oui. Sur ces 12 000 organisations de jeunesse, il y a environ 3 000 organisations qui sont reconnues par les autorités administratives. Et sur ces 3 000-là, je pense qu'il y a autour de 2 900 qui sont répertoriés dans la base de données du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Nous sommes avec M. Diabaté Ibrahima. Il est coordonnateur du réseau Jeunesse, Paix et Sécurité du département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies. Avec lui aujourd'hui, l'engagement citoyen qui pourrait être source d'opportunités. Nous sommes avec les jeunes. Nous restons donc avec les jeunes. Comment favoriser? C'est vrai que vous avez eu à mener quelques actions à travers votre réseau, mais comment favoriser bien l'engagement citoyen des jeunes? Alors, pour favoriser l'engagement citoyen des jeunes, il faut d'abord encadrer la jeunesse. Il faut lui dire, parce que très souvent nous sommes jeunes, nous avons la force, nous sommes dynamiques, mais un jeune qui n'est pas orienté peut être un danger pour la communauté, pour sa communauté. Et donc encadrer les jeunes, mais d'abord pour l'encadrer, il faut qu'il se fasse connaître donc, par les structures d'encadrement. Donc je veux inciter, je veux encourager tous les jeunes à s'engager, mais à s'engager en d'abord se faisant connaître donc, par les structures administratives qui existent. Et par la suite, lesquelles structures pourront éventuellement donc, les orienter. Parce que, et aujourd'hui, il faut se dire, il ne faut pas se lever un matin pour créer une association parce que tel ou tel a créé l'association. Il y a plusieurs organisations de jeunesse qui font déjà le même boulot que moi. Je me reconnais dans la vision qui est affichée tout de suite par l'organisation et donc je vais servir. Donc il faut se faire connaître. Après, il faut se dire, je viens pour mon pays, je viens pour résoudre un problème et non pour me servir. Parce qu'après, en servant sa communauté, on se sert soi-même. Alors, c'est vrai que vous rencontrez des jeunes au quotidien, vous leur parlez et tout, vous évoquez la jeunesse, mais une jeunesse qui est où nous trouvons des mœurs légères, une jeunesse qui est très portée sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux. Difficile tâche quand même. La tâche n'est pas tout à fait facile, mais on ne peut que faire on ne fait que ce qu'on peut faire. Derrière, il ne faut pas se décourager, il faut sensibiliser au quotidien. Les réseaux sociaux peuvent être n'est-ce pas, peut-être très avantageux pour la jeunesse. Je pense que lors de nos formations, lors de nos activités, c'est sur ce fait-là que nous insistons. Nous encourageons les jeunes à avoir des comportements sains, à avoir des comportements responsables, parce que la Côte d'Ivoire de demain ne peut se bâtir qu'avec des jeunes responsables, des jeunes soucieux de leur développement et des jeunes conscients du fait et surtout de leur rôle majeur qu'ils ont à jouer donc, dans le développement du pays. Et c'est un jeune qui parle, et il parle tellement bien. Dans quelle mesure l'engagement citoyen est-il source d'opportunités? Dites-nous maintenant, pour faire le lien des deux. Alors, d'abord parce que l'engagement permet de renforcer les capacités des jeunes. Je prenais l'exemple donc de celui qui sort de l'université, oui, qui est titulaire donc d'une licence en physique-chimie et qui se retrouve responsable financier donc d'une organisation de jeunesse. Donc là, il ne va pas venir pour parler des mécaniques du plan et autres, mais il vient plus pour l'élaboration du bilan, pour élaborer même par moment pour des organisations très sérieuses et professionnelles, n'est-ce pas, une stratégie qui permettra donc à son organisation d'avoir des fonds. Donc ça lui donne donc, n'est-ce pas, une autre assise que celle qu'il avait dans les universités. Et aussi, il y a des activités qui s'inscrivent donc dans le cadre de la promotion des droits de l'homme. Donc, qu'on n'apprend pas forcément, n'est-ce pas, dans les universités. Et en plus du renforcement des capacités, un autre élément très important, c'est le savoir-être. Voyez-vous, vous rendez un entretien d'embauche, on ne va pas vous dire à l'école, quand vous partez à un entretien, voilà comment vous devez vous tenir, voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez maîtriser le protocole. Mais vous rendez un entretien d'embauche et il se trouve que lors de vos échanges, vous avez soit mal noué votre cravate, vous êtes habillé comme ceci, vous êtes habillé comme cela, vous n'avez pas respecté donc, les codes. Donc, la vie associative, puisque quand vous vous engagez, c'est d'autres jeunes qui s'engagent et qui ont des compétences que vous n'avez pas. Oui. Et eux aussi attendent donc de vous. Donc, en servant la communauté, ces jeunes-là partagent leur expérience
qui vous enrichissent. Donc, ça vous permet donc de renforcer votre savoir-faire, de renforcer vos capacités, mais ça aussi vous donne ça vous donne aussi donc un relationnel. Oui. Le premier emploi que j'ai décroché, je l'ai décroché grâce à un ministre, n'est-ce pas, qui m'a identifié lors d'une activité à l'international. Il m'a dit, je vous remets ma carte de visite, arrivé à Abidjan, contactez-moi, je suis arrivé, il m'a employé directement. Parallèlement à ça, ça vous permet même de, très souvent, hein, n'est-ce pas, pour terminer, donc de connaître là où vous voulez aller concrètement. Oui. J'ai un collègue à moi qui est aujourd'hui au ministère de la Jeunesse, Assis Michael Hervé. Il est doctorant, n'est-ce pas, en lettres modernes. Mais il est expert aujourd'hui sur les questions de genre. Il travaille donc sur le programme UCEBAD. Il travaille donc sur l'axe 4 du programme social du gouvernement. Et étant donné qu'il a été donc, président des clubs UNESCO de Côte d'Ivoire, oui, cette expérience-là lui a permis aujourd'hui d'avoir un regard plus affiné sur les questions d'employabilité des jeunes. Donc ce que je veux dire pour finir, c'est, n'est-ce pas, de demander surtout aux jeunes de s'engager, mais de s'engager en se disant le plus important, c'est le développement de ma communauté. Et en s'engageant, en ayant cette idée en tête, bien sûr, on finit par se servir toujours et ça ne paye que forcément. Bien sûr, ça ne paye que forcément. C'est sur ces mots que nous allons dire merci à M. Ibrahima Diabaté. On rappelle qu'il est coordonnateur du réseau Jeunesse, Paix et Sécurité du département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies. Merci beaucoup à vous. Excellente journée. Ça a été un véritable plaisir d'échanger sur ce sujet très important, engagement citoyen, source d'opportunités, avec notre invité. Vous le connaissez bien, Maître Landry Couillot. Avec lui, on parle aujourd'hui de la garde à vue. Ce sera juste après ce jingle. Eh bien, c'est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Bien évidemment, nous parlons de la garde à vue dans le système pénal ivoirien. Bonjour, maître. Bonjour, Joël. Vous allez bien? Je fais grâce. Alors, j'ai évoqué à l'instant une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Vous avez une autre approche? Je crois que votre approche se rapproche bien sûr de la réalité, oui, en ce sens que le législateur n'a pas pris la peine de définir la garde à vue. Vous parcourez le Code de procédure pénale de 2018, il a laissé cette charge à la doctrine, donc aux différents professeurs d'université ou aux intellectuels intervenant de manière fort pointue sur les questions de droit. Lui s'est contenté de pouvoir présenter les acteurs qui interviennent au niveau de la garde à vue, de leurs obligations, de leurs droits, mais surtout du droit du gardé à vue, c'est-à-dire la personne qui est gardée en garde à vue, qui est placée en garde à vue. Qui est placée en garde à vue. L'intérêt et l'enjeu d'un tel sujet? Il se situe très nettement au niveau de l'article 7 du titre premier de notre Constitution, qui dit très clairement qu'il est réservé à tout individu vivant en République de Côte d'Ivoire de bénéficier des conditions d'arrestation et de détention qui préservent sa dignité. Et à ce titre-là, l'officier de police judiciaire qui y procède est tenu de pouvoir lui donner l'information relative à la raison de son arrestation, de sa retenue et de sa détention, mais aussi de l'informer de l'entièreté de ses droits. Parce que même lorsque vous êtes en garde à vue, il faut bien considérer que vous jouissez la présomption d'innocence. Et qu'en plus de ça, il y a des droits spécifiques qui vous sont garantis, de sorte que ce en quoi vous avez foi, c'est-à-dire en état de droit, et ce à quoi vous avez droit, c'est-à-dire aux différentes règles et privilèges que la loi vous accorde, soient garantis par celui-ci. Alors, vous me permettez de sauter, d'aller plus loin dans mon questionnaire avant peut-être de revenir. C'est un grand écart. Ben oui, effectivement, vous me contraignez à cela. Alors, dites-moi, quels sont les droits d'un gardé à vue? Alors, un gardé à vue, c'est qui d'abord? Un gardé à vue, c'est important. On allait en venir, mais pour moi, il faut sauter. Parce que ces droits vont dépendre de qui il est. Vous avez des droits en fonction de votre statut. Allons-y donc, dites-moi. Alors, un gardé à vue ou quelqu'un qui est placé en garde à vue est juste un individu sur qui pèsent des indices graves et concordants relatifs à la commission d'une infraction. Ce ne sont pas des preuves, ce sont que des indices. Donc, il n'est donc pas coupable. Il, à la limite, n'est qu'un suspect. Il n'est qu'un suspect, rien d'autre. C'est quelqu'un qui, à l'occasion de la commission d'une infraction,
se trouve être mis en cause, soit parce qu'il est celui qui aurait commis, bien sûr qui aurait commis l'infraction, ou celui qui, d'une manière ou d'une autre, a participé à la réalisation de l'infraction. De ce fait, la présomption d'innocence vis-à-vis de lui est importante et la garantie de sa liberté individuelle est fondamentale. Pourquoi? Parce que la garde à vue n'est pas une détention, ce n'est qu'une rétention. On vous retient dans les locaux de la police afin que des investigations soient menées et que votre retenue facilite la bonne exécution de cette investigation, c'est-à-dire de l'enquête. Par voie de conséquence, vous avez des droits. Le premier droit qui vous est accordé, c'est bien celui de pouvoir vous mettre dans un local où vous passerez un séjour de 48 heures qui peut être renouvelé, mais où votre dignité ne sera pas atteinte, où votre santé, votre vie ne sera pas compromis. C'est la première des choses. Oui. Donc nous interpellons tout de suite, parce qu'il est de notoriété publique que les endroits où séjournent les gardés à vue ne sont pas exempts de reproches. Surtout au niveau sanitaire. Il va bien falloir que l'on puisse s'intéresser à la question parce que c'est une question de droit de l'homme et une question de droit de l'homme élevée au rang constitutionnel. La deuxième chose, c'est que lorsque vous êtes placé en garde à vue, il va falloir que l'officier de police judiciaire vous informe la raison pour laquelle vous êtes gardé en garde à vue. D'abord, vous êtes placé en garde à vue pour tel nombre d'heures, et ensuite, les raisons pour lesquelles. Si c'est une infraction, il vous dit la nature de l'infraction, mais où et quand, dans les circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise. Le second droit qui vous est reconnu, c'est le droit de communiquer. C'est-à-dire que vous avez le droit d'informer par tout moyen de communication, bien sûr, écrit ou téléphonique, un parent proche, votre employeur, votre ami, quelqu'un avec qui vous résidez, qui pourrait intervenir et venir là pour pouvoir s'informer de la réalité de votre situation au sein du poste de police. Le troisième droit qui vous est reconnu, c'est celui d'avoir une assistance médicale. Soit que l'officier de police judiciaire ou le procureur ou le substitut peuvent considérer que votre état de santé physique ou psychologique nécessite un avis médical, ou alors vous pouvez le demander, ou votre parent. Mais lorsque vous le demandez, vous demandez une assistance médicale, ce n'est pas un privilège que l'officier de police vous fait, c'est une obligation. Dès que vous le demandez, c'est de droit. Il doit absolument requérir un médecin pour que celui-ci vienne s'enquérir de votre situation. Ce qui n'est pas du tout évident. Non, mais c'est pas pourquoi. C'est l'inculture juridique et judiciaire qui permet donc à l'officier de police judiciaire d'agir sur cette marge-là en termes d'abus de droit et d'autorité. Il vous fait croire que c'est un privilège qu'il vous accorderait. Et le plus souvent, vous négociez, vous suppliez. Alors que la loi, en l'article 74 du Code de procédure pénale, est claire. C'est une obligation. Ça ne se négocie pas. En tout cas, merci pour toutes ces précisions. Comme je disais à l'instant, oui, ce n'est pas toujours évident dans nos différents quartiers, dans nos communes et tout. On continue donc sur le sujet. Vous nous avez un peu montré qui est placé en garde à vue. Celui qui est passé en garde à vue, eh bien, a des droits, peut aussi demander. Il peut être aussi en présence de son avocat. Absolument. On aurait continué, bien sûr, parce qu'au-delà avant même d'arriver à l'avocat, il a le droit d'être alimenté. Ce n'est pas de sa propre volonté qu'il est mis en garde à vue. Des choses simples. C'est très simple, il faut l'alimenter. Ce ne sont pas ses parents qui viendront lui apporter à manger. C'est vous qui avez décidé de le mettre en garde à vue, donc vous considérez votre capacité à veiller à ce que le minimum lui soit accordé. Soit un séjour, on ne va pas dire confortable, mais respectable, mais aussi l'alimentation. Et ça, c'est sur le budget. Oui. Si vous ne pouvez pas, dans ce cas, vous ne le mettez pas en garde à vue. Vous ne demanderez pas à ses parents. Ce n'est pas ses parents qui ont décidé de lui faire manger, de le mettre dans cette situation. Vous avez dit sur le budget de le budget, bien sûr. De la police. Bien sûr. Oui. Okay. Bien sûr. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ce ne sont pas ses parents qui ont... Le danger, c'est quoi? Lorsqu'on lui apporte la nourriture de l'extérieur, on ne sait pas que contient la nourriture. Si l'individu tombe gravement malade ou décède à l'intérieur du local de la police, mais c'est sur elle que pèse la suspicion. C'est grave, cette situation-là. Par voie de conséquence, par mesure de prudence, il va bien falloir qu'il y ait un service de restauration qui permette donc aux différents gardés à vue de bénéficier de cela. Donc, à ce niveau, c'est important. Le dernier des droits que l'on peut évoquer, qui est très important, c'est l'assistance judiciaire, l'intervention d'un avocat. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il est de notoriété publique. Et même dans la pratique de constater qu'il y a des abus qui sont commis. Des abus qui sont facilités par la méconnaissance du droit au niveau judiciaire.
des différents justiciables, des personnes concernées. Or, vous avez aujourd'hui la possibilité, du fait de la loi, du Code de procédure pénale, de vous faire assister par un avocat. Et si vous vous trouvez dans une région, dans une localité où il n'y a pas d'avocat, où il serait difficile pour le séjour que vous passerez en garde à vue d'avoir un avocat quitter Abidjan et vous y retrouver, à ce moment, vous pouvez vous faire assister d'un parent, d'un ami, mais de préférence quelqu'un qui a quelques connaissances en droit. Pourquoi ? La présence de l'avocat nous permet, bien sûr, d'avoir le réconfort d'une personne auprès de soi, mais une personne qui, donc, le réconfort est aussi intellectuel et technique, dans le sens où l'avocat a le droit de pouvoir vous communiquer avec vous d'un point de vue confidentiel, de pouvoir vous coacher sur les réponses que vous pourrez donner, mais aussi de souligner tous les vices, les écarts de procédure que pourrait commettre l'officier de police judiciaire et les faire mentionner dans le procès verbal qui sera transmis au procureur, ensuite au juge d'instruction, et qui, bien sûr, si ceux-ci sont substantiels, importants, peuvent donc emmener le juge d'instruction à lever la garde à vue, à l'interdire et donc du coup à détruire toutes les preuves qui auront pu être collectées à l'occasion de la garde à vue. Un avocat, c'est fondamental. Et vous pouvez me poser la question suivante. Mais un avocat, ça coûte cher. Ben oui. Mais comment est-ce que je peux m'offrir les services d'un avocat? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire prévoit la mesure de l'avocat commis d'office tel que nous le constatons, regardons dans les différentes séries télévisées à caractère policier? Mais oui, le décret du 12 octobre 2016 est révolutionnaire parce qu'il est un décret relatif à l'assistance judiciaire. Et c'est un décret qui permet donc de faciliter, de faire de cela une réalité, de ce que tout individu en Côte d'Ivoire, qu'il soit indigent ou nanti, puisse être traité avec égalité devant les services de justice. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Si vous prouvez, d'une part, que vous êtes indigent, parce qu'un certificat d'indigence vous serait délivré par le commissaire de police, par le préfet ou le sous-préfet, si vous produisez auprès d'un agent des impôts un certificat de non-imposition, si vous produisez votre convocation ou un arrêt ou une décision de justice, vous pouvez donc l'adresser aux différents services d'assistance judiciaire qui sont dans les différents tribunaux et sections de tribunaux, ou les adresser au substitut du procureur ou au procureur de la République lui-même, de sorte à ce qu'il puisse vous mettre à disposition un avocat. Ce n'est pas gratuit, attention. Cela ne veut pas dire que c'est vous qui payez directement. L'État de Côte d'Ivoire a accepté de prendre cette charge de pouvoir payer les honoraires de l'avocat ou du huissier de justice, appelé désormais le commissaire de justice. Alors, permettez-moi d'ajouter que ce n'est pas encore évident dans nos différentes... dans nos contrées et tout. Alors, on va revenir un peu sur les motifs. Ça peut être quoi, le motif d'une garde à vue? Alors, le motif d'une garde à vue est très simple. Alors, une infraction est commise. La police est interpellée. Elle est invitée à se prononcer. D'abord, à situer s'il y a vraiment infraction. Parce que tout acte qui peut susciter l'émoi des populations n'est pas forcément une infraction. Oui. Ensuite, elle va s'assurer que l'acte commis, qui est constitutif d'une infraction, est susceptible d'un emprisonnement. Par voie de conséquence, on va rechercher les personnes mises en cause. Si on a mis la main sur l'une des personnes mises en cause, soit c'est la principale personne ou le principal acteur ou l'acteur secondaire, qu'importe, l'officier de police judiciaire va donc s'assurer qu'il existe des indices graves et concordants et que ces indices graves et concordants nous permettent donc bien sûr d'orienter nos suspicions sur cette personne. Mais ce n'est pas tout, ça ne suffit pas. Il va bien falloir que l'officier de police judiciaire justifie auprès du procureur de la République et que tenir cette personne-là en garde à vue est nécessaire, d'une part, pour bien sûr éclairer la police sur l'effectivité ou comment l'infraction a été commise. Oui. Deux, pour s'assurer que cette personne ne va pas s'échapper, parce qu'elle peut s'échapper, se dérober de la justice. Donc, la garder, la tenir en garde à vue ou la placer en garde à vue nous assure de pouvoir la présenter auprès du procureur. Troisième élément, cela nous permet bien sûr de nous assurer que cette personne-là, tenue en garde à vue, n'aura pas donc, une fois dehors, de modifier ou de faire disparaître des preuves essentielles à la manifestation de la vérité. Un autre élément qui est fondamental, c'est que si cette personne elle est dehors, elle risque d'influencer les témoins ou les parents des témoins par la menace. Si cette personne est aussi dehors, il peut se prouver qu'elle puisse se concerter avec ses différents complices afin d'avoir une version autre que celle qui rend
justice a la vérité en elle-même. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'officier de police judiciaire, pas que ces raisons sont cumulatives, il suffit de prouver qu'il y a une de ces raisons-là qui tiennent et qu'il y ait des indices graves et concordants pour que le procureur de la République, a posteriori, et non pas a priori, mais a posteriori, donc un contrôle après que la personne soit mise en garde à vue, confirme la garde à vue et permet donc à l'officier de police judiciaire de continuer à mener ses investigations sur le terrain, de mener ses auditions et son interrogatoire à l'égard, bien sûr, de la personne mise en garde à vue. Bien sûr. Alors, Maître Couillot, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on a commencé cet échange, garde à vue, 48 heures. À quel moment elle commence, cette garde à vue? Alors, cette garde à vue, là, commence au moment où l'officier de police judiciaire estime qu'il est important de vous mettre à garde à vue. Et il doit vous le dire clairement. Monsieur, vous êtes désormais mis en garde à vue. À ce moment, il commence à rédiger un rapport, un PV, pardon, de garde à vue, dans lequel le PV, il doit pouvoir mentionner la date et les circonstances de l'infraction qui justifient la garde à vue de l'individu, mais aussi l'heure, le jour et les circonstances du placement en garde à vue, mais aussi le temps pris pour les interrogatoires, mais le temps aussi accordé à l'individu pour son repos. Donc, toutes les circonstances qui permettront donc au procureur de la République d'apprécier l'exécution, le déroulement de la garde à vue et s'assurer que cela est fait conformément à la loi, donc au Code de procédure pénale et à la Constitution. Mais il est important, si vous me permettez, de dire quoi, que pour la durée de la garde à vue, ce n'est pas une durée qui est uniforme, elle varie en fonction de la nature des infractions. Généralement, c'est 48 heures. 48 heures qui peuvent être renouvelables, selon qu'il s'agit du mineur ou de personnes lambda. Je reviendrai sur la question du mineur parce qu'il bénéficie d'un régime particulier. Mais attention, ce n'est pas toujours 48 heures. Hein. Ça peut être 72 heures lorsqu'il s'agit d'infractions relatives au trafic de stupéfiants, de drogue. Et 96 heures lorsqu'il s'agit d'activités terroristes. Ça, c'est important. Donc, si vous avez des activités terroristes, vous plaisez à avoir des activités terroristes, sachez que vous ne bénéficierez pas de 48 heures, mais un séjour, tout frais payé, de 96 heures. Mais pour ce qui est du mineur, et ça, c'est important de le dire, le mineur, lui, par contre, il faut faire la différence. Soit il y a le mineur de moins de 13 ans et le mineur qui a plus de 13 ans, qui a entre 13 et 18 ans. La nuance. La nuance. Lorsque vous êtes un mineur de moins de 13 ans, vous n'avez même pas à faire une garde à vue. La loi vous exempte de cela, quels que soient les crimes que vous avez commis, parce que vous êtes trop jeune. Mais si vous avez 13 ans et plus, à ce moment-là, oui, vous pouvez faire l'objet d'une garde à vue, d'être placé en garde à vue, sauf que pour qu'il y ait renouvellement, parce que pour les besoins de l'enquête, on pourrait renouveler la garde à vue, elle ne sera pas renouvelée pour autant d'heures que la garde à vue initiale, mais seulement que pour 24 heures. Mais lorsqu'il s'agit de crime, donc d'une infraction qui est qualifiée de crime, à ce moment-là, sous accord, réquisition du procureur de la République fait par écrit ou verbal et qui est traçable par tout moyen, il peut donc ordonner qu'on puisse aller au-delà des 24 heures pour aller à 48 heures. Autre chose importante à le dire, c'est que lorsque un mineur est mis en garde à vue, qu'il ait moins ou plus de 13 ans, il y a nécessairement besoin d'avoir l'avis de celui qui exerce la puissance parentale vis-à-vis du mineur et de lui accorder d'être assisté médicalement, systématiquement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Eh bien, la garde à vue nous permet d'avoir toutes les commodités, je me permets le mot. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, écoutez ça, nous ferons preuve de malhonnêteté intellectuelle si nous disons que les choses se passent ainsi. Ce n'est pas la vérité. Oui, c'est pour ça que je parlais des... C'est pas trop évident. Non, la vérité c'est quoi? La réalité c'est qu'il y a un service du ministère public qui a un effectif insuffisant. Pourquoi? Parce que ça coûte cher d'avoir un magistrat. Or, ils ont pour rôle de contrôler l'action de l'officier de police judiciaire. Or, il va falloir qu'il soit disponible. Et pour être disponible, pour s'assurer que la garde à vue se passe bien, que l'individu ait droit à un médecin, il va falloir se déplacer. Mais combien sont-ils et sur combien de commissariats de police pourront-ils se déployer? Donc, du coup, tout est mis entre les mains de l'officier de police judiciaire à qui on accorde bonne foi. Alors que ce n'est pas forcément ce qui se passe en réalité. Ce qui crée un problème de confiance entre l'individu, le citoyen, et les services de police et la justice parce qu'ils ont le sentiment que l'officier de police judiciaire en charge de leur dossier abuse du droit et abuse de son autorité. Le plus souvent, on fait de la garde à vue un chantage. Pourquoi? En BT, on appelle ça Niniboudou, la maison des ordures. Vous
comprenez, la prison est qualifiée ainsi. On ne peut pas accepter que son parent soit mis en garde à vue. Donc, du coup, l'officier de police judiciaire fait du chantage. Le plus souvent, pour des affaires qui ont un caractère purement civil, cela sera traité au commissariat de police. Donc, il se donne le pouvoir de transiger. Mais tant que ça décharge les tribunaux, on tolère cette situation. Mais lorsque l'individu fait l'objet de tenues ou des détenus en garde à vue, à la limite, c'est une contrainte par corps qui ne dit pas son nom et qui fait qu'au final, l'individu se sent être piégé par le système judiciaire qui, en réalité, devait être en sa faveur. Alors, dites-nous, on va rester sur ce point-là. Quelles sont les incidences d'une garde à vue mal effectuée? Alors, quand la garde à vue est mal effectuée, si vous avez un avocat, vous êtes assisté par un avocat qui relève les vices ou les écarts ou le comportement déplacé de l'officier de police judiciaire et que cela est mentionné dans le rapport, la garde à vue peut être frappée de nullité, soit partielle ou absolue. Et toutes les preuves qui auront été collectées au cours de la garde à vue seront aussi frappées de nullité. Cela veut dire qu'on aurait quelqu'un qui, en réalité, est coupable. En réalité, c'est lui qui a commis l'infraction, mais parce qu'une garde à vue aurait été mal gérée, l'individu se retrouve à être relaxé. Mais ça peut être dans le sens contraire. L'individu est oui, pas... dans le sens contraire, Voilà, l'individu il peut avoir un impact est innocent, psychologique. réellement innocent, et qu'on ait une garde à vue où il y a une forte pression qui est faite sur lui, et que l'individu, sous cette pression, parce qu'elle est psychologiquement fragile, serait emmené à avouer avoir commis cette infraction. Et je précise que l'aveu n'apporte pas l'arrêt des preuves, mais vous savez que dans notre système, il est expéditif et punitif, et il serait difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'avocat et qui ne sait pas qu'il peut requérir l'assistance judiciaire de pouvoir faire valoir efficacement ses droits devant le procureur et surtout devant son juge. On a donc une justice qui est expéditive, qui mériterait désormais de pouvoir laisser le droit à la défense d'être manifesté de manière efficiente pour un équilibre entre l'accusation et la défense et restaurer la confiance entre le citoyen et la justice. Je vais plus en profondeur. La suite, après une garde à vue, qu'on soit coupable ou pas, qu'on soit innocent et tout, c'est quoi la suite? Alors, si vous faites... Dans tous les cas. Dans tous les cas. Soit après la garde à vue, on estime que les différents indices révélés prouvent que vous n'avez rien à voir dans l'histoire. Vous êtes relaxé. On informe le procureur de la République, on lui fait le procès verbal pour dire on l'a mis certes en garde à vue, mais il se trouve qu'au final, il ne s'agit ni de lui, qui n'est ni de près, ni de loin, ni de près concerné par l'affaire. Maintenant, il peut se trouver la situation où vous êtes tenu en garde à vue et que les différents indices justifient que vous soyez présenté devant le juge, donc devant le procureur. Le procureur, en connaissance du dossier, se convainc de ce qu'il y a nécessité d'ouvrir un procès. Donc, selon qu'il s'agit d'une infraction qualifiée de délit ou de crime, va vous présenter devant le juge d'instruction afin qu'un chef d'accusation soit dressé contre vous et que vous soyez inculpé. Une fois que vous êtes inculpé, à ce moment-là, vous êtes désigné non plus comme étant un suspect, mais soit un prévenu parce que vous êtes poursuivi pour un délit, ou alors une accusation, vous êtes qualifié d'accusé parce que vous êtes poursuivi pour un crime. Donc, le procès va s'ouvrir par la suite, d'où l'intérêt de la garde à vue, parce que votre sort se décide là-bas. Tout votre sort, votre liberté, votre notoriété, votre intégrité, tout se décide là-bas. Si la garde à vue est mal gérée, vous verrez un innocent qui sera condamné parce que reconnu comme coupable. Et si elle est tout aussi mal géré, vous verrez quelqu'un qui est tout aussi coupable, qui sera libéré par la suite. D'où la nécessité de pouvoir s'entourer des différentes garanties que nous accorde la loi. J'ai parlé tout à l'heure de l'avocat commis d'office. Il est important que cette disposition, ce décret, soit connu des uns et des autres et que surtout l'État de Côte d'Ivoire fasse des efforts pour pouvoir renflouer le budget réservé à la justice, bien sûr, puisque à peu près 2% ne suffit pas, bien sûr, à agrandir, alourdir la cagnotte qui est réservée à l'assistance judiciaire. Les différents auxiliaires de justice, que sont les avocats et les huissiers de justice, appelés désormais les commissaires de justice, sont de moins en moins enthousiastes lorsqu'ils sont requis en tant qu'avocats ou huissiers de justice commis d'office, parce qu'ils ne sont pas payés immédiatement et ce qui est prévu pour eux ne suffit pas toujours. C'est avec des propositions de solutions que vous êtes en train de terminer là, que retenir de la garde à vue pour terminer. Alors, il faut retenir que la garde à vue n'est pas un instrument qui est fait contre le citoyen. C'est plutôt un instrument qui est fait pour la manifestation de la vérité et restaurer, bien sûr, l'ordre public et la paix sociale. Sauf qu'il est important que les citoyens connaissent ses droits ou qu'ils soient assistés par des personnes qui sont des professionnels du droit, mais il va falloir que les officiers de police judiciaire eux-mêmes puissent agir
en toute conscience professionnelle et veillez à ce que les droits des uns et des autres soient respectés parce qu'un pouvoir mis entre votre main vous rend fou et si vous en abusez, vous devenez absolument fou. Il ne faudrait pas que ce soit une folie au sein de Haut Commissariat de police. Merci beaucoup à Maître Landry Couillot, conseiller juridique. Avec lui aujourd'hui, la garde à vue dans cette émission. On espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie sur RTI. Demain, on sera encore là. Mercredi, on parlera famille. Merci à Konema Sandje qui a réalisé cette émission. Merci à toutes nos équipes et merci particulier à nos assistants. Eh bien, Axel, merci pour le café de ce matin. Merci aussi, bien sûr, à Andrea. Merci à Gogo. Merci à toutes les personnes voilà, qui ont travaillé sur cette émission. Merci aussi à Gerson. Que Dieu vous garde. À demain. Au revoir.